Voici un fait qui va vous laisser sans voix. Chaque être humain sur cette planète, les 8 milliards, peut retracer ses origines jusqu'au même endroit, à un seul continent, l'Afrique. Mais ce n'est même pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est que les grands singes vivaient aussi sur d'autres continents. On les trouvait en Europe, en Asie. Alors pourquoi les humains ne sont-ils pas apparus à Dermania, en Chine ou ailleurs? Réfléchissez-y un instant. Les grands singes peuplaient tout l'ancien monde. Ils avaient des forêts, de la nourriture, tout ce dont ils avaient le besoin pour survivre. Mais un seul endroit a donné naissance à une espèce qui allait un jour bâtir des villes, composer des symphonies et marcher sur la Lune. Qu'est-ce qui rend l'Afrique si spéciale? Avant de commencer, laissez-moi vous l'expliquer. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous abonner est un soutien précieux pour la chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez et à quelle heure il est. Hier, un Portugais a dit qu'il écoutait de la musique en préparant le dîner, et un habitant de Chicago a regardé une vidéo en allant au travail. C'est étonnant. La plupart des gens acceptent simplement que l'humanité soit originaire d'Afrique parce que c'est ce qu'on leur a appris en cours de biologie. Mais presque personne n'explique pourquoi il fallait que ce soit l'Afrique. Et pourtant, c'est la question essentielle. Comprendre ce qui a fait de l'Afrique le creuset idéal pour la naissance de l'humanité nous permettra d'apprendre quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Alors, préparez-vous. Nous allons plonger dans une histoire qui s'étend sur des millions d'années. Nous verrons des impacts d'astéroïdes, des collisions continentales, des bouleversements climatiques et d'innombrables heureux hasards qui auraient facilement pu être évités. À la fin de ce récit, vous porterez un regard totalement différent sur l'Afrique et sur vous-même. Commençons donc par le tout début, par un commencement très, très lointain. Parmi ces minuscules survivants se trouvait une créature tout à fait singulière. Les scientifiques l'ont baptisé Purgotorius, du nom de la colline du même nom dans le Montana, où des paléontologues ont découvert ses restes. Il s'agissait d'une créature de la taille d'une souris, mesurant environ 15 cm du museau à la queue et pesant à peine plus de 30 grammes. Au premier abord, on aurait pu le confondre avec une musaraigne, mais en y regardant de plus près, on constatait l'incroyable mobilité de ses os de la cheville, une caractéristique que les mammifères terrestres ordinaires n'ont tout simplement pas. Et c'est ce qui est particulièrement frappant. Purgotorius vécut entre 105 000 et 139 000 ans après que l'astéroïde eut anéanti les dinosaures. Imaginez, la planète se remettait à peine de la plus grande extinction de masse de l'histoire géologique récente. Des cendres se déposaient, peut-être encore par endroits, et nos ancêtres primates les plus anciens s'activaient déjà dans la canopée, reconquérant l'espace laissé vacant. Mais Purgotorius n'était pas seul. Les fossiles révèlent que d'autres créatures, appelées plésiadopiformes, vivaient à ses côtés. Imaginez le descendant d'un écureuil et d'un petit singe. C'est à peu près à cela qu'il ressemblait. Mais leurs dents sont particulièrement intéressantes. Leur structure ressemble à celle des lémuriens et des loris modernes, ce qui est crucial pour la classification des primates. Cependant, certaines caractéristiques essentielles des primates étaient encore absentes. Leurs yeux ne permettaient-ils pas encore de regarder droit devant eux, ni d'avoir une vision tridimensionnelle, et leurs mains n'étaient-elles pas encore capables de saisir véritablement des objets. Il s'agissait de formes intermédiaires, d'étapes évolutives entre les simples mammifères arboricoles et les créatures que nous appelons aujourd'hui de véritables primates. Mais pourquoi ces caractéristiques se sont-elles développées? Quelles pressions évolutives ont transformé de petits mammifères quelconques en ancêtres des singes, des grands singes et, finalement, de nous-mêmes? Les scientifiques ont avancé plusieurs hypothèses. Au départ, l'explication semblait simple. On pensait que ces créatures s'adaptaient tout simplement à la vie arboricole.
Mais cette explication ne résiste pas à l'analyse, car de nombreuses autres espèces vivant dans les arbres ne sont jamais devenues des primates. Les écureuils, par exemple, se débrouillent parfaitement bien sans yeux, orientés vers l'avant, ni pouces opposables. Il y a aussi l'hypothèse de la prédation visuelle, qui est assez fascinante. Selon cette théorie, les premiers primates auraient évolué en chasseurs d'insectes furtifs. Imaginez, attraper des coléoptères rapides sur des branches exigeait une excellente vision tridimensionnelle et une préhension précise pour saisir instantanément la proie, des yeux orientés vers l'avant et des doigts agiles auraient constitué un atout considérable. Mais ce n'est pas tout. À peu près au même moment où les premiers primates évoluaient, les plantes à fleurs modernes, ou angiospermes, se répandaient rapidement sur la planète. Fruits et fleurs apparurent soudainement partout, créant des sources de nourriture entièrement nouvelles. Leur vision des couleurs leur a permis de repérer un fruit rouge mûr parmi le feuillage vert. Leur motricité fine leur a permis de le cueillir sans le faire tomber de la branche. Et voici le plus intéressant. Il est fort probable que ces trois hypothèses soient vraies simultanément. Les arbres chargés de fruits grouillaient d'insectes, permettant ainsi aux petits primates d'accéder à ces deux sources de nourriture. C'est probablement la combinaison de ces trois facteurs qui a créé l'environnement idéal pour l'évolution. Chacune de ces évolutions a orienté l'anatomie et le comportement des primates dans la même direction, vers une vision plus perçante, une plus grande dextérité et un cerveau plus volumineux, capable de contrôler l'ensemble de ses fonctions. Il y a environ 55 millions d'années, les véritables primates, les euprimates, sont apparus. Parmi eux figuraient des créatures comme Adapis et Homomis, qui possédaient l'ensemble des caractéristiques propres aux primates. Leurs yeux étaient tournés vers l'avant et leur offraient une vision tridimensionnelle. Leurs mains et leurs pieds pouvaient saisir des objets. Leurs griffes avaient été remplacées par des ongles. Leurs articulations des épaules et des poignets étaient devenues plus flexibles et leur cerveau était relativement plus volumineux que celui de leurs ancêtres. Ces caractéristiques ont ouvert de nouvelles perspectives écologiques qui ont finalement conduit à notre émergence. Mais l'histoire prend alors un tournant inattendu. La prochaine grande étape de l'évolution des primates ne s'est pas déroulée en Afrique. Il y a environ 40 millions d'années, les premiers grands singes apparaissent dans les archives fossiles. On les appelle anthropoïdes, et ce sont les ancêtres de tous les singes, grands singes et humains. Devinez où a été découvert le plus ancien fossile d'anthropoïdes ? En Chine. Cette espèce incroyablement petite a été nommée Eosimius, ce qui signifie « singe de l'aube ». La courte longueur du calcanéum suggère que cet animal se déplaçait dans les arbres à la manière des singes modernes. D'autres découvertes au Myanmar et au Pakistan l'ont confirmé. Ce groupe de primates est originaire d'Asie et n'a atteint l'Afrique que plus tard. Mais voici le plus étonnant. Sans connaître l'histoire géologique de la Terre, on pourrait supposer qu'ils ont simplement migré, se déplaçant de branche en branche à travers les jungles denses qui reliaient les continents. Or, l'Afrique et l'Asie n'étaient pas reliées à cette époque. Entre elles se trouvait l'ancien détroit de Téti qui reliait les océans Atlantique et Indien. Pour les anthropoïdes migrateurs, cela aurait constitué un obstacle redoutable. Comment l'ont-ils surmonté ? C'est là que la géologie devient véritablement fascinante. Vous savez comment la soupe chauffe sur le feu ? Le liquide chaud remonte du fond, se refroidit près de la surface, puis redescend. Le manteau terrestre fonctionne de manière similaire, à ceci près qu'il est constitué de roches en fusion au lieu d'être liquide, et que ce processus s'étend sur des millions d'années.
Des matériaux chauds provenant des profondeurs de la planète remontent à la surface, déplaçant et étirant les plaques crustales sur lesquelles nous vivons. Lorsque ces coulées atteignent la face inférieure de la croûte, elles peuvent soulever des chaînes de montagnes entières ou créer des archipels volcaniques. C'est la combinaison de ces processus géologiques qui a finalement relié l'Afrique et l'Asie. Par exemple, le panache mantélique de l'Afar a soulevé le plateau du nord-est de l'Afrique. Les plaques tectoniques africaines et arabiques, poussées par la chaleur du manteau terrestre, ont commencé à se déplacer vers le nord. Elles entrèrent en collision avec la bordure sud de l'Eurasie. Cette collision a soulevé les montagnes qui correspondent aujourd'hui à la Turquie et à l'Iran. Elle a également relié l'Arabie à l'Afrique, mais surtout, c'est ainsi que de nouvelles terres ont émergé. Des matériaux volcaniques sont remontés des profondeurs et se sont solidifiés, formant des îles. Il y a environ 20 millions d'années, une masse terrestre connue sous le nom de pont de Gamphaterium s'est formée. Oui, il tire son nom des énormes mammifères ressemblant à des éléphants qui traversaient le détroit par cet ouvrage. Ce pont fermait le détroit de Thétis et reliait enfin les continents. Il a tout changé. Les courants océaniques ont changé. Les régimes de mousson ont évolué. Certaines régions sont devenues plus sèches, tandis que d'autres ont commencé à recevoir davantage de précipitations. De nombreux écosystèmes nouveaux ont émergé sur et autour du pont, allant des forêts denses aux savanes herbeuses. C'était précisément l'opportunité dont nos ancêtres anthropoïdes avaient besoin. Ils ont d'abord atteint l'Afrique en passant par les premiers archipels et les mers peu profondes. Et c'est une chance que cela se soit produit, car les populations restantes en Asie ont disparu lors d'une vague de froid intense. Qui sait si nous existerions aujourd'hui si ces primates n'avaient pas migré d'île en île jusqu'en Afrique? Se retrouvant isolés en Afrique, ces nouveaux arrivants ont rapidement donné naissance à de nombreuses espèces. C'est alors que les lignées des singes du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde ont divergé. Aujourd'hui, on ne les distingue plus que par des caractéristiques anatomiques mineures, comme l'orientation de leurs narines et le nombre de leurs dents. Mais leur histoire géographique est bien plus importante. La population, à l'origine des singes du Nouveau Monde, a réussi, d'une manière ou d'une autre, à atteindre l'Amérique du Sud. L'hypothèse actuelle semble peu probable. Les scientifiques pensent qu'ils ont traversé l'océan Atlantique sur un immense radeau naturel, composé principalement de végétation. Imaginez un groupe de singes sur une île végétale flottante, dérivant en plein océan pendant des semaines, voire des mois. Cela paraît absurde, mais pour l'instant, c'est l'explication la plus plausible. Bien que nous n'en soyons pas totalement certains, les données génétiques semblent confirmer cette hypothèse. Les formes qui ont subsisté en Afrique ont fini par évoluer pour donner naissance aux singes et aux grands singes de l'Ancien Monde. Après la formation d'un pont terrestre, il y a environ 20 millions d'années, des migrations d'une ampleur bien plus grande ont commencé. De nombreux rongeurs, ongulés et carnivores asiatiques ont alors envahi l'Afrique. Des gamphatériens ressemblant à des éléphants ont retraversé l'Asie. Des primates africains ont également emprunté ce pont et recolonisé l'Asie. À ce stade, la situation était donc la suivante. L'Asie a fourni les semences et l'Afrique est devenue le terreau où elles ont pris racine. Mais avant que l'humanité ne puisse émerger sur le sol africain, plusieurs autres événements devaient se produire. L'expérience évolutive avec les primates s'est complexifiée et s'est peu à peu rapprochée de nous. Cependant, les véritables humains étaient encore loin d'exister. Au début du Miocène, il y a environ 23 millions d'années, les singes firent leur apparition. Contrairement aux singes communs, ils étaient dépourvus de queue. En général,
Ils possèdent un cerveau et un corps plus volumineux, ainsi qu'une vie sociale plus complexe. Proconsul est l'un des plus anciens représentants possibles de ce groupe. Ce groupe aurait compté jusqu'à 15 espèces différentes. Vivant principalement en Afrique de l'Est, il y a environ 20 millions d'années. Proconsul avait un corps simiesque, mais ses dents ressemblaient à celles des grands singes, et son cerveau était relativement plus volumineux. De ce fait, certains chercheurs hésitent à le considérer comme un véritable singe. Cependant, une caractéristique essentielle était évidente. Il était dépourvu de queue. Cette structure mi-singe, mi-humaine en fait un excellent exemple d'espèce transitionnelle. Remarquez comment sa structure a continué à développer des adaptations apparues chez Purgatorius et les premiers primates des millions d'années auparavant. L'évolution ne recommence pas à zéro. Elle s'appuie sur ce qui existait déjà. C'est là que le rôle de l'Afrique devient crucial, car les événements ultérieurs ont façonné tout le développement qui a suivi. Alors que notre lignée de grands singes se formait, 2 événements climatiques majeurs se sont produits, chacun ayant complètement bouleversé le cours de l'histoire. Le premier fut l'optimum climatique d'il y a environ 17 millions d'années. Les températures ont grimpé en flèche et les forêts subtropicales se sont rapidement étendues à travers l'Eurasie et l'Afrique. Diverses espèces de grands singes ont profité de ces forêts luxuriantes et ont étendu leur territoire vers l'Europe et l'Asie. Les archives fossiles se sont enrichies d'une multitude d'étranges cousins. Des singes des marais vivaient en Espagne, des singes forestiers en Hongrie. Des espèces insulaires ont émergé au large des côtes italiennes. Et en Asie, les formes qui ont finalement donné naissance aux orang-outans ont évolué. C'était un véritable paradis pour les grands singes. Pendant plusieurs millions d'années, on les trouvait partout, prospérant dans ce climat chaud et humide. Mais rien n'est éternel. Une vague de froid intense a frappé la fin du Miocène. Les températures ont chuté brutalement et la plupart des singes eurasiens ont disparu. Parmi les victimes figurait le Dréopithecus. Cette espèce a prospéré en Europe il y a entre 12 et 9 millions d'années. Les fossiles montrent qu'elle avait à peu près la taille d'un chimpanzé, avec de longs bras, des articulations flexibles et des doigts recourbés parfaitement adaptés à l'escalade et à la balançoire. La taille de son cerveau était comparable à celle d'un chimpanzé. Ses dents étaient typiquement humanoïdes, avec des canines pointues et des molaires adaptés à la mastication des fruits. Les scientifiques ont même déterminé, grâce à l'émail des dents, que le Dréopithecus avait une croissance lente, une caractéristique importante de la lignée des grands singes. Songez à la durée de maturation beaucoup plus longue chez l'humain que chez les autres animaux. Notre enfance dure de nombreuses années. C'est précisément ce qui est nécessaire au développement d'un cerveau volumineux et d'une intelligence développée. Le Dréopithecus présentait déjà des signes précoces d'un tel cycle de vie. Mais même ces nouvelles adaptations ne l'ont pas sauvé des changements climatiques drastiques. Le froid a asséché les forêts luxuriantes d'Europe. Leur habitat s'est progressivement réduit et l'espèce a fini par s'éteindre. Le même sort a été réservé à de nombreux autres grands singes européens. Les espèces disparurent les unes après les autres des archives fossiles. Finalement, seules l'Afrique et certaines régions d'Asie du Sud-Est leur servirent de refuge. Parmi les primates ayant survécu en Afrique, figuraient des lignées qui donnèrent naissance aux chimpanzés, aux gorilles et, en définitive, aux hominines. Les descendants asiatiques ont finalement donné naissance aux varangous et aux gibbons. Mais pourquoi l'Afrique est-elle devenue un refuge? Qu'avait-elle de si particulier? En partie, c'était simplement une question de chance, liée à sa géographie. L'Afrique traverse l'équateur et bénéficie donc d'une grande diversité de climats.
des forêts tropicales humides aux hauts plateaux frais. Lorsque des catastrophes climatiques ont frappé d'autres continents, la diversité des paysages africains a presque toujours permis aux populations de survivre. Mais la géographie n'était pas le seul facteur. L'Afrique se caractérisait par une forte activité géologique qui créait constamment de nouvelles opportunités. Le système de rift est-africain a commencé à se former, créant des montagnes, des vallées et une mosaïque d'habitats divers relativement proches les uns des autres. Cette diversité de paysages a rapidement joué un rôle déterminant. Il y a environ 7 millions d'années, la lignée humaine a commencé à émerger. Mais les lacunes dans les archives fossiles de cette période cruciale sont particulièrement frustrantes pour les scientifiques. Peu de restes ont survécu, ce qui rend très difficile l'établissement de liens entre les différentes espèces. C'est pourquoi il nous manque un chaînon manquant évident. Néanmoins, les découvertes actuelles indiquent une chose très clairement. L'Afrique a été le berceau de l'humanité. Les origines de l'humanité n'ont pas été un processus simple et ordonné. Tout s'est déroulé de façon chaotique, à travers d'innombrables expériences, des impasses et des heureux hasards. Tout a commencé il y a environ 7 millions d'années, lorsque notre lignée s'est séparée d'un ancêtre commun avec les chimpanzés. Les chimpanzés restaient arboricoles et, lorsqu'ils descendaient au sol, marchaient principalement sur leurs articulations, tandis que nos ancêtres privilégiaient de plus en plus la terre ferme. Nous sommes devenus bipèdes, puis avons finalement adopté la marche sur 2 jambes. D'autres grands singes marchent parfois ainsi, mais pour nous, c'est notre principal mode de locomotion. C'est ce qui nous distingue véritablement des autres primates. C'est ce qui nous rend uniques. Et où ont été découverts les premiers fossiles portant des traces de cette caractéristique? En Afrique. C'est l'un des arguments les plus importants en faveur des origines africaines de l'humanité. Vous voulez une preuve? Voyons voir. Le plus ancien exemple connu est une espèce appelée Sachianthropus chadicensis. Elle est apparue au Tchad il y a environ 7 millions d'années. La découverte, annoncée en 2002, a fait sensation dans le monde scientifique, car le Tchad, en Afrique centrale septentrionale, était un lieu totalement inattendu pour la recherche des plus anciens ancêtres de l'homme. Auparavant, la plupart des découvertes provenaient d'Afrique de l'Est et du Sud. Cette découverte a donc considérablement enrichi notre compréhension des premiers hominidés. À première vue, Sachianthropus ressemblait probablement beaucoup à un chimpanzé. Cependant, le crâne fossilisé révèle qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple singe, surnommé Toumaï, ce qui signifie « espoir de vie » dans la langue locale. Ce crâne porte un nom on ne peut plus approprié, tant cette découverte offre un espoir de compréhension de nos origines. Observez la base du crâne. On y trouve un large foramen occipital qui relie le tronc cérébral à la moelle épinière. Chez Sachianthropus, il est situé plus près de l'avant du crâne. Chez les autres grands singes, cet organe est situé plus en arrière. Qu'est-ce que cela signifie? Cette position suggère que cette espèce pouvait se tenir debout ou marcher dans une posture plus redressée. Cependant, les restes fossiles étant très rares, la question de savoir si Sachianthropus était totalement bipède demeure controversée. En 2022, des scientifiques ont décrit un fémur et 2 os de l'avant-bras découverts sur le même site. La structure du fémur indique que Sachianthropus marchait généralement sur 2 pattes au sol, tandis que celle des os de l'avant-bras suggère qu'il passait également du temps dans les arbres. Bien que cela ne constitue pas une preuve définitive de bipédie complète, il s'agit d'un indice convaincant que notre lignée a commencé à maîtriser la marche bipède bien plus tôt qu'on ne le pensait. 1 million d'années plus tard, une radiographie d'Aro a été découverte au Kenya. Son fémur révèle une histoire encore plus claire.
La tête du fémur, qui s'articule avec la hanche, est structurellement presque identique à celle d'un être humain. En position debout, les jambes supportent un poids plus important et répartissent la charge différemment qu'en position quadrupède. Ce fémur est mieux adapté à ce type de charge. Cependant, à l'instar de Sachianthropus, Arorhoengenius n'est connu que par quelques fragments fossiles, et sa place exacte dans l'arbre phylogénétique demeure incertaine. Vint ensuite Ardipithecus, également connu sous le nom d'Hardy. Ses restes, découverts en Éthiopie, sont vieux d'environ 4,5 millions d'années. La structure du crâne et du bassin indique une locomotion bipède habituelle. Les principales caractéristiques comprennent un foramen magnum, déplacé vers l'avant, un bassin en forme de bol et des genoux légèrement tournés vers l'intérieur. L'ensemble de ces caractéristiques contribuait à soutenir le poids du haut du corps lors de la marche en position debout. Parallèlement, le pied conservait un gros orteil fortement écarté, utile pour s'agripper aux branches. Hardy peut être considéré comme une machine polyvalente, déjà capable de se déplacer aisément sur Terre. Elle a su évoluer avec brio sur le terrain accidenté de la cime des arbres. D'un point de vue évolutif, cela est parfaitement logique. Les adaptations réussies ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les ancêtres d'Hardy ont vécu dans les arbres pendant des millions d'années. La capacité de grimper est restée utile même si la marche au sol est devenue de plus en plus importante. Après Hardy, un vaste genre d'hominidés, les australopithèques, a émergé. Il existait tellement d'espèces qu'il est impossible de les étudier toutes en détail. Elles ont vécu il y a environ 4 à 1 million d'années. Vivant en Afrique de l'Est et du Sud, tous présentaient des signes d'une posture érigée constante et conservaient de nombreuses caractéristiques d'Hardy. Prenons par exemple Australopithecus afarensis, que vous connaissez peut-être sous le nom de Lucie. Lucie a été découverte le 24 novembre 1974 dans la région d'Adar, en Éthiopie. Le paléoanthropologue américain Donald Johanson et son étudiant Tom Gray exploraient un ravin lorsque Johanson remarqua un fragment d'articulation du coude qui affleurait du sol. Son cœur s'emballa lorsqu'il réalisa que l'os n'appartenait ni à un singe, ni à aucun autre animal. Il s'agissait des restes d'un hominidé. Au fur et à mesure que l'expédition explorait le site, elle découvrit de plus en plus de fragments. Peu à peu, elle comprit qu'elle avait fait une découverte extraordinaire. Un squelette presque complet. Les fouilles complètes durèrent 3 semaines et, à leur achèvement, environ 40% du squelette d'un individu avait été mis au jour. Lucie devint alors l'ancêtre humain primitif le plus ancien et le mieux conservé jamais découvert. Le squelette reçut ce surnom car la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, passait en boucle dans le camp ce soir-là. Quelqu'un a suggéré de l'appeler Lucie et le nom est resté. En Éthiopie, elle est aussi connue sous le nom de Dinkinesh, qui signifie « tu es extraordinaire », et elle l'était vraiment. Lucie était minuscule, mesurant à peine 1 mètre, soit la taille d'un enfant de 4 ans. Mais ce n'était pas une enfant. Sa 3e molaire, ou dent de sagesse, avait déjà poussé, ce qui signifie qu'elle était adulte lorsqu'elle est décédée, vers l'âge de 9 ou 10 ans. Son espèce atteignait la maturité beaucoup plus rapidement que la nôtre. Outre des genoux et des hanches adaptés à la marche bipède, sa colonne vertébrale soutenait mieux une posture droite. Ses bras étaient encore relativement longs par rapport à ses jambes, ce qui laisse supposer qu'elle passait une partie de son temps dans les arbres. Mais il n'y a aucun doute, Lucie marchait sur 2 pattes.
Nous le savons avec certitude grâce à une autre découverte incroyable faite à peu près à la même époque. Dans la région de l'Étolie, en Tanzanie, l'équipe de Mary Leakey a fait une découverte qui a stupéfié le monde scientifique. De véritables empreintes de pas, conservées dans des cendres volcaniques depuis 3,6 millions d'années. Il ne s'agissait pas de simples empreintes. Elles avaient manifestement été laissées par des créatures bipèdes. Les traces montrent que ces hominidés posaient d'abord le talon au sol, puis transféraient leur poids sur l'avant du pied et prenaient appui sur les orteils. C'est exactement ainsi que nous marchons. De plus, la trace laissée pourrait indiquer la présence d'une famille. Peut-être les petits ont-ils suivi les traces des adultes. Étudier les ossements et en tirer des conclusions sur les déplacements de l'animal est une chose. C'est tout autre chose de voir de véritables empreintes. Ici, les preuves sont quasi irréfutables. Les australopithèques ont littéralement progressé pas à pas vers les humains modernes. Mais la question se pose inévitablement. Pourquoi ces espèces ont-elles commencé à marcher sur deux pattes? D'abord, leur organisme y était déjà partiellement préparé. Curieusement, un corps adapté à la vie arboricole se prête plus facilement à la bipédie que celui d'un animal terrestre quadrupède. À première vue, cela semble contradictoire, mais la locomotion arboricole requiert une posture érigée. Il faut constamment se hisser, garder l'équilibre sur les branches et tendre les bras au-dessus de sa tête. Comparez cela à un échafaudage, par exemple, dont la structure est presque toujours horizontale. Mais comme dit l'adage, il ne faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. Si la vie dans les arbres était restée parfaitement florissante, les hominidés anciens n'auraient eu aucune raison de changer. Le changement nécessitait un stimulus évolutif majeur. De nombreuses hypothèses ont été proposées, mais l'idée la plus convaincante est qu'il n'y a pas eu de cause unique. Plusieurs facteurs ont simultanément incité les singes à se redresser, et lorsque cette nouvelle stratégie s'est avérée efficace, elle s'est ancrée durablement. Différentes hypothèses se complètent ici. Les causes initiales principales étaient probablement des changements environnementaux en Afrique. L'étude des paysages anciens montre qu'à l'époque des Australopithèques et des premiers hominines, les jungles denses ont progressivement laissé place à des forêts clairsemées. Au lieu d'une canopée continue, des bosquets d'arbres isolés sont apparus, séparés par des zones herbeuses. Une fois les ressources alimentaires épuisées dans une région, les hominidés devaient parcourir de longues distances pour atteindre la suivante. Pour les longs trajets, la marche bipède est plus efficace que la quadrupédie. Elle demande moins d'énergie et contribue à réguler la température corporelle. En position verticale, une moindre partie du corps est exposée à la lumière directe du soleil. De plus, le corps est plus éloigné du sol chaud et mieux exposé au vent. Ceci est étroitement lié à l'hypothèse de la posture d'alimentation. Les singes se dressaient sur leurs pattes arrière pour attraper et cueillir leur nourriture. Réfléchissez-y. Avant de passer au bosquet suivant, il était avantageux de faire le plein de calories dans les environs. Ainsi, la nécessité d'atteindre des fruits difficiles d'accès avant un long déplacement a probablement contribué au développement de la posture érigée. C'est peut-être pourquoi de nombreux hominidés ont conservé des aptitudes utiles à l'escalade, leur permettant d'atteindre la nourriture située en haut de la canopée. Un comportement similaire s'observe également chez certains singes modernes. Enfin, l'hypothèse de l'approvisionnement ajoute au tableau d'ensemble des facteurs sociaux semblables à ceux présents chez l'humain. Une fois les bras libérés du fardeau de la marche, porter de la nourriture, un enfant ou des outils devenait beaucoup plus facile. Imaginez la difficulté de porter un enfant à quatre pattes. Mais dès que vous vous redressez, vos mains sont libres pour porter ce que vous avez de plus précieux.
Tous ces facteurs ont probablement agi simultanément, aidant les hominidés à s'adapter à la mosaïque forestière africaine. C'est ce continent qui a créé les conditions propices à la récurrence de telles pressions. Différentes populations, dans différentes régions, ont été confrontées à des défis similaires et ont trouvé des solutions comparables. Comparons cela avec les orang-outans, l'une des espèces arboricoles les plus anciennes et les plus prospères. Leur lignée a divergé de celle des grands singes africains dès le Miocène. Ils ont migré vers les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et y sont restés pendant des millions d'années. Au fil du temps, ils ont évolué en grands singes lents, dotés de bras extrêmement longs, de mains crochues et de pieds parfaitement adaptés à la préhension des branches. Leur anatomie demeure optimale pour la vie dans la canopée. Les conditions de la forêt tropicale étant restées relativement stables, la pression de la sélection naturelle les a rarement contraints à adopter un mode de vie terrestre. Aucune pression significative, aucune nouvelle adaptation, ni aucun schéma de ramification radicalement différent n'ont émergé. Contrairement à l'histoire arboricole stable des orang-outans, les premiers gaménins africains se sont engagés sur une voie évolutive totalement différente. Ces espèces furent les premiers représentants bipèdes permanents de la lignée des gaménins, et les preuves fossiles confirment leur origine africaine. Grâce à eux, nous comprenons mieux nos propres origines. Cependant, nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour considérer l'un d'eux comme un de nos ancêtres directs. Sachianthropus, Ararinus, Ordipithecus, Australopithecus. Tous ces exemples montrent les options possibles et les formes que l'évolution a prises. Mais pour remonter directement jusqu'à nous, il nous faut nous tourner vers notre propre genre. Le genre Homo est également apparu en Afrique, et à partir de ce moment, l'histoire nous concerne directement. Homo habilis, ou homme habile, est considéré comme le plus ancien représentant connu de notre genre. Il vivait principalement en Afrique de l'Est, et ses restes datent d'il y a un peu plus de 3 millions d'années. Son nom signifie « homme habile », et ce n'est pas un hasard. Parmi les plus anciens outils de pierre connus, on a découvert des bifaces alduviens, près des vestiges de cette espèce. Comparés aux outils plus récents, ils étaient grands et rudimentaires, mais ils représentaient une véritable avancée pour la découpe de la viande et l'extraction de la moelle osseuse. Il existe cependant des outils encore plus anciens, des outils de pierre lomicrien datant d'environ 3,3 millions d'années, ont été découverts au Kenya. Cependant, l'espèce exacte d'hominidés qui les a fabriqués demeure inconnue. Il pourrait s'agir d'un australopithèque tardif ou d'un représentant primitif du genre Homa, encore non identifié. L'élément clé était ailleurs. Les mains, libérées par la marche bipède et des millions d'années de développement de l'habileté à grimper, transformaient désormais la pierre en outil. Imaginons ce que cela impliquait. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, un animal commençait à modifier systématiquement son environnement grâce à des objets fabriqués. Il ne s'agissait plus d'utiliser un bâton ou une pierre au hasard, mais de les façonner intentionnellement dans un but précis. Ce fut un bond en avant considérable. Après Homo habilis, Homo erectus, ou homme debout, apparut, et les choses devinrent alors à la fois plus complexes et bien plus intéressantes. Homo erectus fut le premier hominine qui nous aurait paru presque humain à première vue. Il marchait constamment sur 2 jambes et ne présentait plus aucune adaptation évidente à la vie arboricole. Ses jambes étaient plus longues que ses bras, contrairement aux hominines antérieures. Le cerveau était nettement plus volumineux que celui de toutes les espèces précédentes, avec un volume moyen d'environ 900 à 1000 cm3.
Ce volume reste inférieur à la moyenne actuelle de 1300 à 1500 cm3, mais nettement supérieur aux 400 à 500 cm3 de l'Australopithèque. Cependant, la caractéristique la plus importante d'Homo erectus est qu'il s'agit de la plus ancienne espèce humaine connue dont des restes ont été découverts hors d'Afrique. Réfléchissez-y un instant. Toutes les espèces mentionnées précédemment, Sacheanthropus, Ardipithecus, Australopithecus et même Homo habilis, sont connues uniquement d'Afrique. Or, Homo erectus s'est largement répandu. On pense que des outils acheléens plus sophistiqués, associés à de nouvelles techniques de chasse, leur ont permis d'entreprendre de vastes migrations. Il ne s'agissait plus des haches à main rudimentaires d'Alduva. Les outils acheléens comprenaient des haches à main, des sikashi et des outils en forme de pic soigneusement travaillés, témoignant d'un véritable savoir-faire et d'une planification rigoureuse. Leur fabrication nécessitait une planification préalable. Avant de commencer à tailler la pierre, il fallait visualiser l'outil futur. Il y a environ 1 800 000 ans, Homo erectus atteignit Dmanisi, en Géorgie, un pays, et non un État américain. Cela indique que l'espèce existait déjà en Eurasie occidentale, à une époque très reculée, à peu près contemporaine de l'apparition d'une population en Indonésie. Sur l'île de Java, elle a persisté pendant plus d'1 million d'années. Une telle répartition géographique complexifie considérablement sa classification. La première difficulté réside dans le fait que les populations régionales ont pu évoluer indépendamment et acquérir leurs propres caractéristiques distinctives. Les spécimens africains, géorgiens et d'Ivanovo diffèrent par la forme du crâne, la taille du cerveau et la taille corporelle. Certains chercheurs classent les formes africaines comme une espèce distincte, Homo ergaster, tandis que les formes asiatiques restent au sein d'Homo erectus. D'autres les regroupent en une seule espèce, très variable. La seconde difficulté tient au fait que la dispersion précoce et la présence prolongée sur différents continents rendent les archives fossiles trop imprécises. Il est difficile de tracer des frontières nettes entre l'origine des espèces et les vagues de migration lorsque les populations se sont réparties sur 3 continents pendant plus d'1 million d'années. Pourtant, les plus anciens restes d'Homo erectus proviennent d'Afrique, plus précisément de la région du lac Turkana, au Kenya. Ils sont datés entre 1 800 000 et 2 millions d'années. Cela indique de manière convaincante que l'espèce est originaire d'Afrique et ne s'est répandue au-delà de ses frontières que plus tard. Dès le début de sa migration, Homo erectus s'est adapté avec une rapidité étonnante à une grande variété de conditions. Il a survécu dans les savanes africaines, les vallées tempérées du Caucase et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. C'est précisément cette capacité d'adaptation qui confère à Homo erectus une importance si capitale dans notre histoire. Il a prouvé que les membres de notre genre sont capables de prospérer presque partout. Mais malgré leur dispersion à travers l'ancien monde et leur persistance dans certaines régions pendant plus d'1 million d'années, Homo erectus a fini par s'éteindre partout. Toutes ces populations africaines, asiatiques et européennes ont fini par disparaître des archives fossiles. Alors, que s'est-il passé? Qui les a remplacés? Nous, Homo sapiens, sommes l'espèce intelligente. Il est temps de nous intéresser à notre propre espèce. Et là, l'histoire devient encore plus intéressante et, franchement, elle suscite encore plus de débats parmi les scientifiques. Les plus anciens restes connus d'Homo sapiens sont des fragments de crâne provenant du Djebel Irhoud, au Maroc, datant d'environ 300 000 ans. C'est un argument de plus en faveur de l'Afrique, mais la situation est compliquée par le fait
que nous étions loin d'être la seule espèce du genre Homo à cette époque. Il y a environ 1 million d'années, et plus tard, diverses formes humaines ont commencé à apparaître. Homo antecessor vivait en Espagne, l'homme de Heidelberg était répandu en Afrique et en Europe, les célèbres néandertaliens peuplaient l'Europe et l'Asie occidentale, et les Dénisoviens, que nous connaissons principalement grâce à leur matériel génétique plutôt qu'à leurs ossements, vivaient en Asie. Et ce ne sont là que les espèces que nous avons déjà découvertes. Il y en a certainement eu d'autres, encore inconnues. Quelle est notre place au sein de cette diversité humaine? Historiquement, 2 hypothèses se sont affrontées, la théorie des origines africaines et la théorie de l'évolution multirégionale. Ce fut longtemps l'un des principaux débats en paléoanthropologie. Selon la théorie des origines africaines, Homo sapiens serait apparu une fois en Afrique, puis se serait dispersé à travers le monde, supplantant en grande partie d'autres humains anciens. Il s'agit d'une histoire relativement cohérente, une origine unique, une seule grande vague de dispersion et une seule espèce dominante. La théorie multirégionale postule que les humains modernes ont évolué simultanément dans différentes parties du monde, à partir de populations locales d'Homo erectus, et que l'échange constant de matériel génétique les a maintenus au sein d'une seule espèce. Le tableau est plus complexe, mais il pourrait expliquer la présence de fossiles d'espèces ressemblant à l'homme, d'âge sensiblement identique, dans de nombreuses régions. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de cette question, et les preuves fossiles pouvaient être interprétées en faveur de l'un ou de l'autre camp. Mais l'arrivée de la génétique a tout changé. Les recherches sur le matériel génétique ont considérablement clarifié la situation, et les arguments en faveur d'une origine africaine apparaissent désormais très convaincants. Par exemple, la plus grande diversité génétique chez l'homme moderne se trouve en Afrique. Elle s'accumule au fil du temps grâce aux mutations. C'est comme les intérêts sur un dépôt bancaire. Plus un compte est ouvert longtemps, plus les intérêts s'accumulent. Par conséquent, la plus grande diversité génétique des Africains signifie que l'Homo sapiens y a vécu et évolué plus longtemps. La différence est loin d'être négligeable. Les recherches montrent que la population d'Afrique au sud d'Ad-Sahara présente une diversité génétique nettement supérieure à celle de toute autre région du monde. Ce même constat s'applique à l'ADN mitochondrial, transmis par la mère, à l'ADN du chromosome Y, transmis par le père, et à l'ADN autosomal, hérité des 2 parents. Seule une fraction de cette diversité se retrouve hors d'Afrique, ce qui s'explique par le fait que de petits groupes ont migré ultérieurement du continent, emportant avec eux une partie seulement du patrimoine génétique global. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Lorsqu'une petite population se sépare et s'installe dans un nouveau lieu, elle ne conserve qu'une fraction de la diversité génétique du groupe d'origine. D'autres analyses génétiques montrent que tous les humains modernes d'origine non africaine descendent de petites populations ayant quitté le continent il y a environ 50 000 à 70 000 ans. La date exacte fait encore débat, mais le déclin brutal du patrimoine génétique est indéniable. À un moment donné, un groupe relativement restreint d'individus a quitté l'Afrique et tous les habitants actuels du reste du monde descendent de ce groupe. Peu après cette migration, toutes les autres espèces du genre Homo ont disparu. Les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40 000 ans. Les Dénisoviens ont également disparu à peu près à la même époque. Homo erectus s'était déjà éteint des centaines de milliers d'années auparavant, ne laissant subsister que Homo sapiens. La profonde diversité génétique de l'Afrique soutient clairement la théorie des origines africaines. L'affaire est-elle close? Pas tout à fait.
une étude de matériel génétique ancien a révélé quelque chose d'étonnant. Lorsque les scientifiques sont parvenus à extraire du matériel génétique néandertalien à partir d'ossements fossilisés et à le séquencer, ils ont fait une découverte inattendue. Les humains modernes vivant hors d'Afrique possèdent des gènes néandertaliens. Entre 1 et 4% du génome des populations non africaines provient des néandertaliens. De même, on retrouve des gènes dénisoviens chez l'homme moderne, notamment en Asie du Sud-Est et en Océanie. Chez certains peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la proportion d'héritage dénisoviétique atteint 5%. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de déplacement total de population. Il y a eu des croisements entre espèces humaines dans plusieurs régions. Homo sapiens s'est croisé avec les néandertaliens et les dénisoviens. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est l'Homo sapiens qui est devenu l'espèce dominante. Nous avons survécu et nous nous sommes répandus partout. D'autres espèces nous ont transmis certains de leurs gènes, mais n'ont pas survécu en tant que lignée distincte. Cela soulève une question fascinante. Qu'est-ce qui a donné au premier Homo sapiens un tel avantage en Afrique? Pourquoi l'inverse ne s'est-il pas produit? Pourquoi les néandertaliens ou les dénisoviens n'ont-ils pas migré vers l'Afrique pour supplanter les Homo sapiens? La réponse réside dans la combinaison de notre patrimoine génétique, de nos comportements sociaux et de l'environnement africain ancestral qui a façonné les deux. Les Néandertaliens étaient physiquement très robustes. De plus, leur cerveau était, en moyenne, plus volumineux que le nôtre. Ils fabriquaient des outils complexes, maîtrisaient le feu, pratiquaient la conservation des morts et possédaient probablement une forme de langage. Pendant des centaines de milliers d'années, ils ont survécu avec succès au climat rigoureux de l'Europe. Mais leur groupe était relativement petit et isolé. La densité de population restait faible. Et bien que les Néandertaliens se soient bien adaptés à des conditions spécifiques, une telle spécialisation étroite a pu devenir un point faible. Lorsque le climat a commencé à changer rapidement, comme à la fin de la dernière période glaciaire, ils n'ont pas pu s'adapter assez vite. L'Homo sapiens possédait une autre qualité, forgée dans le creuset des paysages africains, diverses et en perpétuelle évolution. L'adaptabilité. De nouvelles recherches révèlent l'existence d'un réseau social panafricain d'Homo sapiens, un système d'échange de personnes, de gènes et d'idées qui a perduré pendant des centaines de milliers d'années. Les archéologues en trouvent des traces dans des objets ayant changé de main ou ayant voyagé avec des personnes sur de vastes distances. Par exemple, des perles en coquilles d'œufs d'autruche circulaient déjà sur le continent il y a 50 000 ans, et des échanges similaires pourraient avoir débuté il y a 200 000 ans. L'obsidienne utilisée pour la fabrication d'outils était transportée sur plus de 160 km depuis son lieu d'origine. Des teintures, probablement utilisées pour la décoration corporelle ou l'art, étaient échangées il y a déjà 320 000 ans. Même les systèmes d'échange de cadeaux modernes chez les peuples africains présentent des similitudes avec cette logique ancestrale. Chez les communautés de chasseurs-cueilleurs Centrafrique australe, les anthropologues ont observé la persistance de coutumes d'échange de cadeaux, qui constituent un réseau social s'étendant sur de longues distances. Il est difficile de croire qu'une telle pratique puisse remonter à des centaines de milliers d'années. Pourtant, des preuves archéologiques étayent cette hypothèse. De plus, des données génétiques et archéologiques montrent que les populations africaines ont connu des cycles répétés d'isolement et de recontact. Les groupes se dispersaient et vivaient dans des régions séparées pendant de longues périodes, parfois des milliers d'années. Cela a engendré des innovations culturelles et de subtiles différences anatomiques propres à chaque environnement. Les rares rencontres entre groupes
ont ensuite permis à ces acquis individuels de se consolider et de se diffuser. Considérons les moteurs de l'innovation dans le monde moderne. La rencontre de traditions, de technologies et d'idées différentes engendre des choses extraordinaires. Ce même mécanisme était à l'œuvre dans l'Afrique ancienne, mais sur des périodes beaucoup plus longues. Les recherches sur les réseaux de chasseurs-cueilleurs confirment que les inventions parallèles au sein de groupes partiellement isolés, suivies de l'unification des idées, accélèrent le développement de technologies complexes bien plus qu'une population unique et totalement connectée. En isolement complet, les innovations se perdent facilement. Une seule catastrophe, épidémie ou sécheresse, suffit à anéantir tout le savoir accumulé. Mais lorsque des groupes maintiennent des contacts et des échanges, même sporadiques, les innovations se diffusent et perdurent. Un groupe découvre une meilleure façon de fabriquer des flèches, un autre, une méthode plus efficace pour neutraliser les poisons des plantes, permettant ainsi de les consommer. Ces connaissances se diffusent au sein du réseau et s'accumulent progressivement. Le même principe est très probablement à l'œuvre en génétique. La diversité génétique protège contre l'extinction. Plus le patrimoine génétique est vaste, plus les mutations bénéfiques ont de chances d'émerger. Plus il existe de variantes, plus la probabilité qu'un individu possède la combinaison de gènes adéquate pour survivre dans un environnement changeant est élevée. Le réseau panafricain a favorisé une immense diversité tout en maintenant l'Homo sapiens comme une seule espèce. Nous ne nous sommes pas divisés en espèces distinctes, malgré une grande variété d'environnements, des côtes méditerranéennes à la pointe sud du continent, des forêts tropicales humides au désert. Les scientifiques appellent ce phénomène l'évolution en mosaïque. La biologie et la culture humaine moderne sont issues des interactions de multiples populations, et non d'un seul groupe ou d'un seul lieu. C'est cette diversité qui nous confère notre capacité d'adaptation, nous permettant de surpasser les autres espèces humaines lorsque nous avons finalement quitté l'Afrique et les avons rencontrées. Lorsque l'Homo sapiens a rencontré les Néandertaliens en Europe, nous n'étions pas nécessairement plus intelligents ou plus forts, mais nous étions plus flexibles. Nous nous sommes adaptés plus rapidement aux nouvelles circonstances. Nous avons mieux appris les uns des autres et nous avons diffusé les innovations plus vite grâce aux réseaux sociaux. Notre histoire est longue, s'étendant sur des millions d'années et des centaines de générations. Mais les preuves convergent avec certitude vers une origine africaine de l'humanité. Les fossiles témoignent de notre présence en Afrique. Les plus anciens ensembles d'outils en pierre y apparaissent. Et la génétique y révèle la plus grande diversité. Il y avait de nombreuses raisons, toutes étroitement liées. Tout a commencé avec l'adaptation des premiers primates à un monde préhistorique complexe. Les chevilles flexibles de Purgotorius, les mains préhensiles des euprimates et les yeux frontaux leur offrant une vision tridimensionnelle. Toutes ces adaptations se sont perfectionnées pendant des dizaines de millions d'années et ont préparé le terrain pour l'étape suivante. Puis, d'importants bouleversements tectoniques permirent aux descendants des anthropoïdes d'atteindre l'Afrique par des ponts terrestres, échappant ainsi aux extinctions eurasiennes qui avaient anéanti leurs cousins asiatiques. L'Afrique devint un refuge où les lignées de primates purent survivre malgré les catastrophes climatiques qui ravageaient d'autres continents. Des changements climatiques drastiques en Afrique même exercèrent une pression telle que les ancêtres des grands singes durent s'installer sur la terre ferme. Le passage des forêts continues aux forêts clairsemées a rendu rentables les voyages au long cours. La marche est devenue la solution, mais l'immense diversité des environnements africains, des forêts tropicales humides aux prairies d'altitude, des savanes saisonnières aux marais permanents, a contribué à l'émergence d'une variabilité colossale
chez Homo sapiens. Différentes populations se sont adaptées à des conditions variées, puis ont partagé leurs acquis au sein d'un réseau panafricain. C'est ainsi qu'est apparue l'espèce la plus adaptable de la planète. Non pas la plus forte, ni la plus rapide, ni même initialement celle dotée du plus gros cerveau, mais la plus flexible, capable d'apprendre, d'évoluer et de survivre à toutes les épreuves que la nature lui a imposées. Lorsque de petits groupes d'Homo sapiens ont finalement quitté l'Afrique, il y a environ 50 000 à 70 000 ans, ils ont emporté avec eux cette capacité d'adaptation. En Europe et au Moyen-Orient, ils rencontrèrent les Néandertaliens, mais au lieu d'être supplantés, ils prospérèrent. En Asie, ils rencontrèrent les Dénisoviens et survécurent. Ils atteignirent l'Australie, les deux Amériques et les îles les plus reculées de l'océan Pacifique. En un clin d'œil, Homo sapiens s'est répandu sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Nous nous sommes adaptés à tous les climats, de la toundra arctique aux îles tropicales. Nous avons créé des milliers de cultures, de langues et de modes de vie différents. Cette diversité explosive trouve ses racines en Afrique. Mais la science se fonde sur la remise en question des idées reçues. Nous devons rester ouverts et ne pas considérer la situation actuelle comme définitive. Les paradigmes scientifiques évoluent constamment, et chaque évolution nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais que se passerait-il si nous n'étions pas originaires d'Afrique? Quels sont les arguments les plus convaincants contre une origine africaine? Plusieurs objections à la vision classique méritent d'être examinées. Premièrement, la présence d'un grand singe en Europe au Miocène nous oblige à reconsidérer certaines hypothèses. Cette espèce bruyante s'appelle Danuvius. Elle vivait en Allemagne il y a environ 11 millions d'années. Son squelette a offert aux chercheurs une occasion rare d'étudier en détail les mouvements de certains singes anciens. Danuvius possédait de longs membres antérieurs et postérieurs, des poignets et des chevilles articulées, et la forme de ces articulations indiquait qu'il pouvait à la fois grimper et se tenir debout sur ses pattes arrière. Les chercheurs ont nommé ce mode de locomotion escalade à membres droits. Ils pensent que Danuvius combinait les adaptations des créatures bipèdes et des singes qui marchaient en position suspendue et pourrait donc servir de modèle pour l'ancêtre commun des grands singes et des humains. Pourquoi est-ce important? Parce que cela repousse l'apparition possible de la bipédie bien plus loin dans le temps, même avant l'histoire des hominines africains. Bien que Danuvius ne fût pas entièrement bipède, sa posture en fait un candidat fascinant pour l'ancêtre de la lignée des hominines, ou du moins un exemple d'émergence indépendante d'adaptations similaires. Il existe aussi une autre hypothèse. Les descendants de Danuvius auraient depuis donné naissance aux hominidés en Europe, qui auraient ensuite migré vers l'Afrique. Ceci bouleverserait complètement le schéma communément admis. Dans ce cas, la bipédie serait apparue non pas en Afrique, mais en Europe. Cependant, un vaste intervalle de temps et d'espace sépare Danuvius des premiers hominidés africains incontestables. Pour confirmer cette hypothèse, de nouvelles découvertes datant de cette période sont nécessaires. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'une hypothèse, elle nous rappelle que l'Afrique n'était peut-être pas le seul lieu où se sont déroulées des expériences évolutives intéressantes. Une autre objection concerne directement Homo erectus. Nous avons déjà noté qu'il a quitté l'Afrique très tôt et a vécu dans toute l'Eurasie pendant plus d'1 million d'années. Au cours d'une telle période, de nombreuses mutations évolutives ont pu s'accumuler. Il est tout à fait envisageable que l'Homo erectus ait donné naissance à l'Homo sapiens quelque part en Eurasie, et non en Afrique. Une longue existence dans les environnements diversifiés d'Asie et d'Europe a laissé suffisamment de temps à l'évolution pour continuer à perfectionner cette espèce déjà prospère
et adaptable. La logique qui explique l'émergence de l'Homo sapiens en Afrique peut également s'appliquer aux populations eurasiennes d'Homo erectus. Si un large éventail de conditions a permis à l'Homo sapiens africain de se diversifier et de développer son inventivité, pourquoi le même phénomène n'aurait-il pas pu se produire chez l'Homo erectus eurasien? Il est possible que ce processus ait débuté en Eurasie, les populations eurasiennes retournant ensuite en Afrique et y évoluant pour donner naissance à l'Homo sapiens. Des idées similaires avaient déjà été avancées par des chercheurs pionniers, notamment Ernst Haeckel, qui a étudié les restes de l'homme de Java en Indonésie. Il pensait que cet Homo erectus indonésien représentait une forme intermédiaire entre les grands singes asiatiques tels que les orang-outans et les gibbons, et les humains. La génétique moderne montre que nous sommes bien plus proches des chimpanzés africains que de ces primates asiatiques. Cette hypothèse n'est donc plus retenue. Cependant, cela n'exclut pas nécessairement la possibilité que des populations asiatiques plus récentes d'Homo erectus aient contribué à notre lignée d'une manière encore inconnue. Les croisements avec les Néandertaliens et les Denisoviens prouvent que des échanges génétiques entre espèces ont bel et bien eu lieu. Un croisement avec des populations d'Homo erectus, dont nous n'avons pas encore trouvé de traces, aurait-il pu avoir lieu encore plus tôt? Enfin, les restes d'Homo sapiens découverts hors d'Afrique sont de plus en plus anciens, ce qui complexifie la chronologie de notre départ du continent. Deux sites sont particulièrement importants: la grotte de Mislia en Israël et la grotte d'Apidima en Grèce. Une mandibule bien conservée a été mise au jour dans la couche du paléolithique moyen de la grotte de Mislia. Sa dentition arquée et la disposition de ses pommettes correspondent à l'anatomie humaine moderne. Un ensemble d'outils complets, évoquant la technologie africaine de l'époque, a été découvert à proximité. Plusieurs méthodes de datation situent l'âge de cette découverte entre 194 000 et 177 000 ans. Ceci est important car la présence connue d'Homo sapiens hors d'Afrique remonte à une époque bien plus ancienne que la migration généralement citée, il y a 50 000 à 70 000 ans. Si Homo sapiens était présent au Moyen-Orient, il y a déjà 190 000 ans, comment cela modifie-t-il notre compréhension des origines et de la dispersion de l'humanité? Deux autres fragments de crâne ont été découverts dans la grotte d'Apidima, en Grèce. La reconstruction numérique a révélé que l'un d'eux présentait l'arête postérieure arrondie caractéristique des humains modernes et qu'il date d'environ 210 000 ans. Si l'identification est correcte, il s'agit des plus anciens restes connus d'Homo sapiens hors d'Afrique. Fait intéressant, un second crâne provenant de la même grotte est sans aucun doute un crâne néandertalien et date d'environ 170 000 ans. Cela signifie qu'à cet endroit, un crâne d'Homo sapiens est plus ancien qu'un crâne néandertalien. Ces deux découvertes démontrent que les premiers Homo sapiens ont atteint cette région avant les Néandertaliens, ou du moins y ont vécu à la même époque. Ces deux vestiges sont plus récents que ceux de Djebel Irhoud, au Maroc, vieux de 300 000 ans. Le record des plus anciens restes d'Homo sapiens appartient donc toujours à l'Afrique. Cependant, elle constitue un argument convaincant pour poursuivre les recherches sur les premiers Homo sapiens au-delà du continent africain. Il est possible que des vagues migratoires antérieures aient échoué, ou que la chronologie classique du départ d'Afrique doive être sérieusement révisée. La question de savoir si les restes découverts à Djebel Irhoud, au Maroc, représentent des Homo sapiens pleinement modernes ou une forme de transition reste également controversée. Ces crânes présentent une combinaison de caractéristiques archaïques et modernes. Certains scientifiques les classent parmi les premiers Homo sapiens,
tandis que d'autres les considèrent comme les représentants d'une espèce ou sous-espèce distincte ayant contribué à notre lignée, sans toutefois nous appartenir pleinement. Ces débats sont utiles et nécessaires. La science progresse grâce à la remise en question, à l'expérimentation et à la révision constante de nos idées. La théorie de l'origine africaine est étayée par de nombreuses preuves, mais cela ne signifie pas que tous les détails aient été élucidés. Ce qui est certain, c'est que l'immense majorité des preuves, fossiles, génétiques et archéologiques, désignent l'Afrique comme le berceau de notre espèce. C'est là que vivaient les populations d'Homo sapiens, les plus anciennes et les plus diversifiées. Dans aucune autre région, notre espèce n'a été présente de façon aussi continue et aussi longtemps. La diversité génétique de l'Afrique est incomparablement plus grande que partout ailleurs sur Terre. Mais l'Afrique n'a pas simplement donné naissance à Homo sapiens et l'a laissé se disperser. Ce continent a façonné notre identité. La diversité de notre environnement nous a constamment contraints à innover. Le changement climatique a exigé de la flexibilité. Les vastes distances ont favorisé le développement de réseaux sociaux qui ont maintenu des liens entre des groupes éloignés. Les prédateurs, les maladies et la compétition avec d'autres espèces ont aiguisé notre capacité à résoudre les problèmes. En un sens très concret, l'Afrique nous a humanisés, non seulement sur le plan anatomique, mais aussi comportemental, social et intellectuel. Tous les traits qui nous définissent, un langage complexe, la capacité de former de vastes communautés coopératives, l'utilisation ingénieuse d'outils et la pensée symbolique, se sont forgés dans le contexte africain pendant des centaines de milliers d'années. Lorsque nous avons finalement quitté le continent, ces qualités façonnées par l'Afrique nous ont suivis. Ce sont eux qui nous ont permis de nous répandre à travers le monde comme aucune autre espèce n'a su le faire. Comprendre nos origines africaines n'est pas qu'un simple exercice scientifique. Cela transforme profondément notre vision de l'humanité moderne. Tout d'abord, cela réfute l'idée que les différentes populations humaines seraient fondamentalement différentes les unes des autres. Les données génétiques sont ici parfaitement claires. Tous les êtres humains vivants aujourd'hui présentent des similitudes génétiques frappantes. Les différences entre deux individus au sein d'une même population sont généralement plus importantes que les différences moyennes observées entre différentes populations. Le concept de race en tant que catégorie biologique ne résiste pas à l'analyse scientifique. Les différences visibles de couleur de peau, de texture des cheveux et de traits du visage sont des adaptations récentes aux conditions locales, probablement apparues au cours des 100 000 dernières années. Au-delà de ces différences superficielles, nous avons tous des origines africaines. Chaque personne sur Terre peut retracer son ascendance jusqu'aux mêmes populations africaines. Ceci a d'importantes implications médicales. Depuis des décennies, la recherche médicale se concentre excessivement sur les populations européennes. On supposait qu'un traitement efficace pour un groupe le serait tout autant pour tous, ce qui est loin d'être toujours le cas. Les variations génétiques qui influencent le risque de maladie, la réponse aux médicaments et d'autres indicateurs de santé diffèrent d'une population à l'autre. Les populations africaines possèdent la plus grande diversité génétique et le plus large éventail de variants génétiques. Il est donc important de les inclure dans la recherche médicale, non seulement par souci d'équité et de représentativité, bien que cela soit essentiel, mais aussi pour obtenir une vision complète de la diversité génétique humaine et de son impact sur la santé. Les médicaments développés uniquement à partir de données génétiques européennes pourraient avoir des effets différents, voire être totalement inefficaces sur les personnes d'origine africaine. Les facteurs de risque identifiés dans une population peuvent ne pas s'appliquer à d'autres. En comprenant les origines africaines de l'humanité
et la diversité qui y subsiste, nous pouvons créer des traitements plus efficaces et personnalisés pour tous. Comprendre ses propres origines nous enseigne aussi l'humilité. Nous aimons nous croire exceptionnels et distincts de la nature, mais l'histoire de l'évolution humaine en Afrique nous le rappelle. Nous avons été façonnés par les mêmes forces qui façonnent toute vie sur Terre. Sélection naturelle, dérive génétique, changements environnementaux et mutations aléatoires. Notre existence n'était pas prédestinée. Les circonstances en Afrique ont simplement favorisé les caractéristiques qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Dans d'autres circonstances, quelque chose de complètement différent aurait pu émerger, voire rien du tout. Il convient également de rappeler que, tout au long de son histoire, l'humanité a frôlé l'extinction à plusieurs reprises. Les données génétiques indiquent des périodes où la population humaine entière s'est réduite à quelques milliers d'individus en âge de se reproduire. Une sécheresse extrême, une épidémie, une éruption volcanique au mauvais endroit et au mauvais moment, et nous aurions pu disparaître. Nous avons survécu non pas nécessairement parce que nous étions plus forts ou plus intelligents que les autres, mais grâce à notre capacité d'adaptation et à un peu de chance. Il est particulièrement important de s'en souvenir à l'heure où l'environnement connaît des changements rapides. Le climat de la planète évolue actuellement plus rapidement que presque jamais au cours des derniers millions d'années. Les conditions dans lesquelles nous avons bâti nos civilisations nous échappent littéralement. Le niveau des mers monte, les phénomènes météorologiques deviennent plus extrêmes et les écosystèmes s'effondrent. Nos ancêtres ont également connu des bouleversements climatiques, comme la transition des forêts luxuriantes aux forêts clairsemées en Afrique, les périodes glaciaires qui ont rendu une grande partie de l'hémisphère nord inhabitable, et des sécheresses séculaires. Ils ont survécu grâce à leur adaptabilité, leur ingéniosité, la coopération au sein de grands groupes et la migration vers de nouvelles terres lorsque les anciennes devenaient inhabitables. Nous possédons la même capacité d'adaptation. La seule question est de savoir si nous pouvons en faire bon usage. Notre héritage africain nous a légué une remarquable capacité à résoudre les problèmes et à coopérer, mais aussi une tendance à nous fragmenter en groupes et à rivaliser pour les ressources. Le réseau panafricain qui a permis à nos ancêtres de prospérer reposait sur le commerce, la coopération et l'échange d'idées entre différentes cultures, malgré les grandes distances. Dans un monde globalisé, nous devons étendre ce réseau à la planète entière. Les menaces modernes, telles que le changement climatique, les pandémies et l'épuisement des ressources, ne connaissent pas de frontières. Les combattre exige une coopération mondiale d'une ampleur inédite pour nos ancêtres. De plus, la compréhension des échelles de temps de notre évolution nous apprend beaucoup. L'Homo sapiens, l'homme moderne, existe depuis environ 300 000 ans. L'histoire de notre genre, Homo, s'étend peut-être sur environ 3 millions d'années. Les primates, en tant que groupe, sont apparus il y a environ 66 millions d'années. Comparé à cette période, toute l'histoire écrite de l'humanité est un laps de temps très court. L'agriculture, quant à elle, n'a que 12 000 ans environ. Il y a probablement environ 6 000 villes. La révolution industrielle a eu lieu il y a seulement 200 ans. L'ère numérique ne dure que depuis quelques décennies. Nous transformons le monde plus vite que l'évolution ne peut suivre. Nos corps et nos cerveaux restent fondamentalement ceux de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Nous sommes adaptés à la vie en petits groupes, à une activité physique constante et à un régime alimentaire composé de plantes sauvages et de viandes rares. Nous n'avons pas évolué pour rester assis sur des chaises de bureau, les yeux rivés sur des écrans pendant des heures, consommer des aliments transformés et communiquer avec des milliers de personnes via les réseaux sociaux. Le décalage entre notre héritage évolutif et notre environnement moderne
explique de nombreux problèmes de santé dans les sociétés développées. L'obésité, le diabète, l'anxiété et la dépression ne sont pas seulement le fruit d'échecs individuels, ce sont les conséquences d'un corps adapté à l'âge de pierre, propulsé dans un environnement ultramoderne. Comprendre notre propre évolution nous aidera à créer des conditions et des modes de vie en harmonie avec notre biologie, plutôt qu'en contradiction avec elle. Il ne s'agit pas de retourner à un passé primordial et fictif, mais de parvenir à une organisation rationnelle de la société et de la vie quotidienne. Adoptons toutefois une perspective plus large. Que peuvent nous apprendre les origines africaines de l'humanité sur la vie dans l'univers? Si la vie intelligente n'est apparue qu'une seule fois sur Terre, dans un lieu précis et sous des conditions bien particulières, qu'est-ce que cela révèle sur la probabilité de son émergence ailleurs? Sommes-nous le fruit du hasard cosmique, ou l'intelligence émerge-t-elle inévitablement avec le temps et dans les circonstances adéquates? La réponse dépend peut-être du caractère unique des conditions africaines. Dans quelle mesure notre évolution a-t-elle été déterminée par une conjonction précise de circonstances et dans quelle mesure par des principes généraux applicables partout? La transition vers la bipédie a nécessité une combinaison adéquate d'ancêtres arboricoles et d'un environnement en mutation. Le bipédisme aurait-il évolué chez des espèces extraterrestres par un processus similaire? Ou existe-t-il de multiples voies vers l'intelligence, chacune façonnée par l'histoire unique de sa planète? Les réseaux sociaux complexes en Afrique ont émergé sous l'influence des variations climatiques cycliques et de la diversité géographique, ce qui semble assez spécifique à l'histoire de la Terre. Mais peut-être que le principe général est universel. L'intelligence se développe là où la flexibilité et la coopération offrent des avantages. Nous l'ignorons encore. Mais dans la recherche de vie sur d'autres mondes, comprendre nos propres origines nous aide à imaginer comment l'intelligence pourrait émerger et quelles conditions rechercher. Une chose est sûre, notre histoire n'est pas terminée. L'évolution ne s'est pas arrêtée avec l'apparition d'Homo sapiens. Elle se poursuit si lentement que nous ne l'apercevons pas directement. Notre espèce continue d'évoluer et de se transformer en fonction de son environnement. Certaines de ces transformations sont d'ordre biologique. La capacité à digérer le lait à l'âge adulte est apparue indépendamment dans plusieurs populations au cours des 10 derniers millénaires. Il s'agit d'un exemple d'évolution à l'œuvre, et ce processus s'est déroulé suffisamment rapidement pour être mis en évidence par l'analyse génétique. D'autres changements sont d'ordre culturel et technologique. Nous transformons notre environnement si rapidement que nous créons nous-mêmes de nouvelles pressions de sélection. Pollution, antibiotiques, éclairage artificiel et réseaux sociaux modifient les conditions dans lesquelles l'évolution opère. Et nous sommes désormais très proches de pouvoir modifier directement notre propre génome. Les technologies d'édition génomique basées sur les séquences polynucléaires répétées courtes et d'autres méthodes similaires pourraient nous permettre d'orienter consciemment notre propre évolution, plutôt que de la laisser aux forces aveugles de la sélection naturelle. Ceci soulève de profondes questions éthiques. Quels traits devraient être sélectionnés? Qui a le pouvoir de décider? Comment prévenir l'émergence de nouvelles formes d'inégalité dues à l'intervention génétique? Il n'y a pas de réponse simple, mais notre héritage africain nous a préparés à nous pencher sur ces questions. Nos ancêtres ont eux aussi dû choisir où vivre, quelle technologie utiliser et avec quel groupe collaborer. Leurs décisions ont façonné notre évolution pendant des centaines de milliers d'années. Nos décisions détermineront son orientation pour les 100 prochaines années. Alors oui, nous sommes originaires d'Afrique. Les fossiles le prouvent,
la génétique le confirme et l'archéologie le soutient. Mais plus important encore, c'est l'Afrique qui a fait de nous ce que nous sommes. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour nous répandre à travers le monde, la créativité pour transformer chaque nouvel environnement et l'intelligence sociale requise pour bâtir une civilisation d'une complexité sans précédent. Où que nous allions, nous portons l'Afrique en nous, dans nos gènes, dans nos os, et jusque dans la structure même de notre cerveau. Nous sommes tous africains. Simplement, certains de nos ancêtres ont quitté leur terre natale il y a bien longtemps. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Nous ne formons qu'une seule espèce, une seule famille, un seul peuple. Nos différences extérieures sont apparues récemment et n'ont quasiment aucune incidence sur le plan génétique. Ce qui nous unit est bien plus profond que ce qui nous divise. Quand on regarde quelqu'un d'autre, on voit un parent éloigné. Nous descendons tous des mêmes petites populations d'Afrique. Nous portons tous l'héritage de millions d'années d'évolution. Nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. Vivre dans un monde en perpétuelle mutation. Être africain nous rappelle cet héritage commun. Elle nous révèle nos origines et, si nous l'écoutons, elle nous aidera peut-être à comprendre la voie à suivre. L'histoire de l'évolution humaine en Afrique ne parle pas seulement du passé, mais aussi du présent et de l'avenir. Elle nous apprend à nous connaître suffisamment pour surmonter les défis futurs, bâtir une société en harmonie avec notre biologie et résoudre ensemble les problèmes mondiaux, à l'instar de nos ancêtres qui collaboraient au sein de réseaux panafricains. Nous sommes apparus en Afrique car c'est là que la combinaison idéale de défis et d'opportunités a permis de forger une espèce adaptable, intelligente et coopérative. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis d'envergure mondiale. Changement climatique, pandémie, épuisement des ressources et bouleversements technologiques. Les qualités façonnées par l'Afrique, la résilience, l'ingéniosité et la capacité de coopération sociale sont précisément ce dont nous avons besoin pour survivre et prospérer. La question est de savoir si nous en sommes conscients et si nous savons en faire bon usage. Le continent qui a vu naître l'humanité a encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Résilience, adaptabilité, la force de la diversité génétique et culturelle, l'importance des liens et de la coopération entre groupes différents. Tournés vers l'avenir, nous devons nous souvenir de nos origines, non par orgueil ou par esprit de division, mais comme un rappel de ce dont nous sommes capables lorsque les circonstances exigent le meilleur de nous-mêmes. L'Afrique a jadis façonné l'humanité. En un sens, nous devons maintenant lui permettre de réveiller notre humanité. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, quelles que soient les épreuves que nous affronterons, quelles que soient les victoires que nous remporterons, nous affronterons cela en tant qu'une seule espèce, une seule famille, un seul peuple, tous les enfants d'Afrique. Et cela représente non seulement notre passé, mais aussi notre avenir.